Alors bonjour, Bonjour. vous êtes Guillaume Lacroix, né en 1976 à Bourg-en-Bresse, en province. Vous êtes candidat tête de liste aux élections européennes de la liste du Parti radical de gauche et ses alliés, dont Volt par exemple, et d'autres alliés. Vous êtes aussi le président du Parti radical de gauche. Vous êtes également conseiller régional Rhône-Alpes, donc la région qui a des crédits européens. Donc vous avez Auvergne-Rhône-Alpes. voilà, Auvergne-Rhône-Alpes. Auvergne-Rhône-Alpes. Oui. Donc avec une connaissance donc finalement du déploiement de l'action européenne au niveau aussi des régions. Première question. Nous venons de publier le rapport du conclave, issu d'une réflexion avec une cinquantaine d'Européens sur les priorités 2040. Mais vous, quelles sont vos priorités 2040 ? Les priorités 2040, c'est déjà que l'Europe ne soit plus un sujet de pour ou contre. Que l'Europe soit finalement quelle Europe voulons-nous, mais plus voulons-nous ou pas de l'Europe. C'est un débat qui s'étiole, heureusement, dans le pays. Moi, je trouve que les Français, de plus en plus, disent que finalement, n'envisagent pas de quitter l'Europe, et c'est très bien. La question maintenant, c'est l'exigence vis-à-vis d'une Europe qui soit véritablement fonctionnelle et qui protège effectivement les Françaises et les Français. Et de ce point de vue, le travail du conclave, qui a le mérite d'abord de réunir des personnes venues de partout, des personnes avec un haut niveau de compétences, permet de dresser les grandes lignes. Et moi, je retiens des priorités qui sont parfois les mêmes, parfois un peu plus précises. Je crois beaucoup à la question d'une Europe de la recherche, du développement, à une Europe de la science, parce qu'aujourd'hui, on voit bien qu'une première puissance mondiale incapable de rivaliser, ou en tout cas toujours en la traîne sur les questions, on va dire, les plus en avance, telles que l'intelligence artificielle, par exemple, sur laquelle on a véritablement besoin aujourd'hui d'encadrer, de développer, de vérifier à ce que nos libertés soient protégées, mais aussi que cette nouvelle forme de développement tech ne soit pas un handicap pour le travail, fait que, typiquement, l'Europe a l'obligation quasiment d'être en pointe. Et ce n'est pas un pays tout seul qui pourra le faire. Des priorités, il en est d'autres, évidemment, sur la souveraineté industrielle, on pourrait en parler. Moi, je suis très attaché à ce que l'Europe qui a fait l'Airbus soit capable de faire l'Airbus du médicament. On est incapable aujourd'hui de fournir dans nos pharmacies du Doliprane, de l'amoxicilline quand nos gamins ont de la fièvre. Mon père ne trouve pas de médicaments pour lutter contre son diabète et on explique que c'est la première puissance mondiale. Il y a quelque chose qui ne va pas dans le raisonnement. Et donc il faut qu'on aille plus loin, plus fort, avec une Europe qui soit véritablement présente au réel, qui ne s'occupe pas vraiment du taux d'inclinaison de la planche qui permet aux vaches de monter dans le camion, mais qui s'occupe véritablement de la problématique du quotidien des Françaises et des Français, et donc des Européens, parce que nous sommes des peuples qui doivent se sentir ensemble. C'est peut-être une priorité qui manque, c'est comment fait-on pour que les peuples entendent que le renforcement de l'Europe, la souveraineté européenne renforcée, n'est pas une dissolution de ce qu'ils sont dans un ensemble inconnu. Alors ça passe évidemment par le renforcement démocratique, mais ça passe aussi peut-être par le fait que les traités européens reconnaissent des spécificités à certains États. En France, par exemple, les services publics, la République laïque, ce sont des modèles qui sont assez isolés dans l'Union européenne. Il ne s'agit pas de les imposer aux autres, mais il s'agit de nous les reconnaître comme étant finalement inaliénables, sur l'idée que le service public n'est pas forcément toujours un déficit. Ces questions-là, elles méritent d'être aussi posées pour que les peuples réadhèrent non pas seulement à l'idée que l'Europe est là, mais réadhèrent à l'idée que l'Europe doit aller plus loin, plus fort, ce que je souhaite. Est-ce que vous êtes pour ou contre l'élargissement de l'Union européenne? Vous avez parlé de développement économique. Est-ce que ça peut être un levier ou un frein pour vous, l'élargissement? L'élargissement, et quel élargissement? L'élargissement, ça me rappelle mes études parce que j'ai fait tous mes mémoires de droit européen sur l'élargissement ou l'approfondissement. La question, c'est finalement de se dire si on considère l'Europe comme un espace commun de sécurité, de développement démocratique, un espace finalement de prospérité partagée, on peut élargir, on peut continuer d'élargir. Mais si on considère l'Europe comme un monolithe où l'on doit toujours attendre le dernier, un monolithe dans lequel il faudrait avoir l'accord de Viktor Orban pour tout, alors on ne peut pas élargir, parce qu'on freine l'Europe. Moi, je plaide pour une Europe à deux vitesses. Je plaide pour une Europe avec un cœur fédéral renforcé, une Europe dans laquelle on puisse créer les premières zones sans glyphosate, une Europe dans laquelle on puisse avoir des vraies harmonisations fiscales, des vraies coopérations judiciaires, et puis une Europe plus large, celle qui crée l'espace de sécurité, de démocratie, de prospérité partagée. Je crois que l'un n'est pas antinomique de l'autre.
Ça existe. Les traités ont prévu les coopérations renforcées. Personne aujourd'hui ne veut les mettre en place de façon plus proactive et c'est dommage. Parce qu'il est normal que, par exemple, les fondateurs puissent aller plus vite que d'autres, alors que d'autres sont en train de faire le chemin de l'intégration. La guerre est aux portes de l'Europe. Est-ce que vous pensez que notre défense passe par une défense européenne ou par une défense nationale? La guerre est aux portes de l'Europe, elle est même en Europe en réalité. Europe. C'est quelque chose qu'on ne pensait pas revoir, ou pas voir pour ma génération. Moi je dis souvent que c'est pas mes parents qui me parlaient de la guerre, ce sont mes grands-parents, et j'ai 48 ans. On s'était habitué à l'idée que l'Europe était un espace de paix. Et on voit bien que ça n'est pas gravé dans le marbre. Alors oui, ça pose la question de la défense européenne, clairement. Ça la pose d'autant plus quand Donald Trump est en capacité de regagner aux États-Unis et qu'il annonce d'ores et déjà que si c'était le cas, l'OTAN, la sécurité en Occident et en Europe ne l'intéresserait plus vraiment. Donc oui, il faut parler défense. De là à parler armée européenne immédiatement, ça me semble prématuré. Pourquoi? Parce que vous la confiez à qui cette armée? Parce que qui appuie sur le bouton? La présidente de la Commission européenne, que je n'ai pas élue, le président du Parlement européen, qui n'a pas les pouvoirs qu'il devrait avoir, alors même que le peuple, lui, l'a élu indirectement. Moi, j'ai ces questionnements-là. Après, se dire que nous avons besoin d'une défense européenne, oui, ça passe d'abord peut-être par le fait que l'Europe commence à financer les armées de ces pays. Parce qu'aujourd'hui, la seule armée complète en Europe, c'est celle de la France. Et cette armée complète, aujourd'hui, elle coûte en gros 50 milliards d'euros par an. L'OTAN, c'est 3,3 milliards. Hein. La France, son seul budget à elle, c'est 50 milliards. Et ces 50 milliards-là, il y a une part qui contribue à la défense des Européens. Peut-être que la première marche serait de dire, finalement, l'Europe commence à se payer une partie de sa défense au travers des armées nationales qui lui permettent d'en avoir une. Et puis peut-être que ça permettrait de commencer à réfléchir à ce qu'est une armée européenne. Comme on commence à le voir au travers du privilège, ou en tout cas des priorités données à l'armement fabriqué en Union européenne, ce qui serait quand même la moindre des choses, c'est que toutes les armées s'équipent de la même manière. Voilà, il y a des pistes pour avancer, il faut avancer. Moi, je crois que la défense européenne est une question qui n'est pas assez bien posée aujourd'hui, parce qu'on va trop vite en besogne en disant déjà armée européenne, alors même qu'on sait bien qu'un commandement intégré donnant un ordre, dans quelle langue va-t-il le donner? Et comment sera-t-il reçu? Posons ces réalités, répondons, construisons. Parce qu'on en a besoin et parce que l'espace de liberté européen ne peut pas être menacé et qu'il faut que nous y travaillions. Vous parliez de souveraineté économique, d'être des champions d'Europe, soit dans le domaine sanitaire ou d'autres domaines économiques. Aujourd'hui, il y a des règles différentes pour les entreprises à l'intérieur même du marché intérieur européen. Quelle est votre opinion sur l'harmonisation du droit en Europe, et notamment le droit des affaires, mais aussi le droit privé des familles, par exemple. Mais sur le droit des affaires, il existe aujourd'hui un code européen du droit des affaires qui n'a pas été une demande, une commande, en fait, finalement, de la force européenne, mais l'initiative d'une association avec des bénévoles. Est-ce que vous êtes pour plus d'harmonisation ou pour garder des règles nationales à l'intérieur même du marché européen? Votre question, pour faciliter la vie des entreprises, in fine. Bien sûr, et de l'emploi derrière. Votre question, elle est extrêmement intéressante parce qu'elle dit tout de la manière dont l'Europe s'est construite et pas comme vous nous l'avez promis. Moi, je me souviens du discours de Schuman, l'Europe sera d'abord économique. Oui. Et puis, il fallait une concurrence libre et non faussée. Or, ce sont des principes et des concepts qu'on assène d'ailleurs pour privatiser certains de nos services publics aujourd'hui. Par contre, on ne l'a jamais fait pour les entreprises. La concurrence n'est pas libre et non faussée dès lors que vous avez une concurrence fiscale. Parce que la première des harmonisations dans laquelle il faut rentrer, c'est l'harmonisation fiscale. Vous ne pouvez pas avoir des États qui disent on a un marché intérieur, on a un marché commun, et dans ce marché commun, on se livre malgré tout à des distinctions fiscales et de taxation qui ne sont finalement pas propices à développer véritablement une cohésion et un développement des entreprises à l'échelon européen. Alors elles le font par des holdings placés dans les bons pays, mais enfin ça n'est quand même pas la panacée, et puis ça ne permet surtout pas de véritablement taxer les valeurs ajoutées dans les États. Et tant qu'on n'aura pas eu un travail fondamental sur la manière dont la valeur ajoutée en Europe est partagée et comment la taxation sur la valeur ajoutée est unanimement partagée, je ne parle pas de la TVA pour les consommateurs, je parle de la valeur ajoutée du travail des entreprises, eh bien nous aurons un problème majeur. Mais ça me rappelle ce qui se passe avec l'agriculture. Quand vous donnez des règles qui sont finalement différentes pour produire, eh bien, vous ne favorisez pas l'idée qu'on va avoir véritablement
une envie de faire ensemble et de produire ensemble. Et c'est pour ça que la souveraineté industrielle dont on parlait, notamment dans le médicament, mais qu'on pourrait étendre à la transition énergétique, qui est un vrai sujet, sur lequel il faut qu'on travaille, et dont on pourra, j'espère, redire un mot, finalement, n'est possible, cette souveraineté, que s'il y a une conception commune de la manière dont les entreprises sont traitées de la même manière à l'échelon européen. Voilà, et c'est fondamental d'avancer sur ce sujet, mais on voit bien que même si ça avait été promis comme étant la base, et ce n'est pas pour un homme de gauche la meilleure base que de dire l'Europe sera déjà économique, mais même cette promesse-là n'a pas été tenue, et il est temps de la tenir. Quelle a été votre expérience européenne en tant que politique, votre plus grande fierté dans votre action européenne jusqu'à présent? Je suis un Européen de longue date. Alors, il se trouve que ma première expérience avec l'Europe, je vous raconte ma vie, c'est d'avoir été le vainqueur du concours René Cassin en l'an 2000, donc le concours de droit européen des droits de l'homme, que j'ai gagné au Conseil de l'Europe. Ça a été une amorce parce que ça m'a offert, puisque le lot de la victoire, c'était d'avoir un stage à la Commission européenne et d'être stagiaire de la Commission européenne. Donc j'avais 20 ans, 22 ans, je suis allé vivre à Bruxelles. Et j'ai travaillé dans la direction justice affaires intérieures sur les questions d'immigration d'asile, donc ça a été mes premières rencontres avec l'Union européenne et puis le Parlement européen, parce que dans mon département de l'Ain, le président du Parti radical de gauche à l'époque de l'Ain était député européen, et donc j'ai aussi eu des premiers contacts grâce à lui avec ce monde-là. Après, j'ai eu la chance de pouvoir continuer. J'étais adjoint aux relations internationales de Bourg-en-Bresse, fait toutes les fêtes de l'Europe, évidemment, surtout créer des partenariats partout. J'en suis très fier. Je crois que ça a permis aussi des échanges scolaires nourris. Voilà, moi l'Europe, je la vis comme étant partie intégrante de ma vie. Elle m'a aidé à me construire politiquement, elle m'a aidé à me construire humainement, elle m'a permis de voir d'autres choses, elle m'a permis de travailler avec des jeunes venus partout d'Europe quand j'étais à la Commission européenne. Et c'est pour ça que je ne conçois pas le débat autrement que quelle Europe voulons-nous, et une Europe plus renforcée, qui écoute et qui entend aussi les aspirations de son peuple. En dehors de la politique, vous vous présentez pour les élections européennes en tant qu'homme, en tant qu'homme. Finalement, qu'est-ce qui vous a fait vous intéresser à l'Europe? Quelle a été une expérience ou un souvenir, même dans la petite enfance, qui fait qu'aujourd'hui, on voit que c'est le fil conducteur de votre vie, c'est l'Europe. Finalement, quel a été le déclencheur de cet amour pour l'Europe? Peut-être parce que je viens d'un village rural, parce que je fais partie de cette France qui se sent souvent éloignée de tout. Cette France qui se sent oubliée de tout. Je viens de ces classes moyennes inférieures, je viens de ces milieux où on n'est pas parti en vacances tout de suite, et quand on est parti en vacances tout de suite, c'était d'abord en France. Je viens de cette idée que l'ouverture aux autres est quelque chose d'extrêmement compliqué. Et que c'est un combat de pouvoir s'émanciper, s'aider. L'Europe est un vecteur d'émancipation considérable. Parce que c'est pour moi, les souvenirs, c'est les souvenirs de ces campagnes électorales, parce que je me suis intéressé à la politique très jeune, pardon, j'ai un peu comme certains voient la lumière au bout du couloir, moi j'ai vu la politique au bout du couloir. Ces campagnes électorales qui commençaient à vous parler des sujets des autres, au moment où on a tendance souvent à ne parler que de nos propres sujets à nous. Et c'est extrêmement positif dans la vie de quelqu'un qui veut s'émanciper, s'élever, que de voir qu'il y a peut-être des blocages en France, mais qu'il y a des ouvertures ailleurs. Et ça a été ça, ma première émotion vis-à-vis de l'Europe, c'est de me dire finalement ce que tu ressens comme étant parfois un plafond de verre en France, mais en fait l'Europe t'ouvre des champs de vision, de discussion, de construction personnelle et politique qui sont plus larges. Voilà comment j'ai commencé à m'intéresser à l'Union européenne. Je vous l'ai dit, ensuite j'ai sonné à la porte du PRG, j'avais 18 ans. J'ai fait de la politique de manière militante. Je suis arrivé et là, il y avait un homme qui s'appelait Dominique Saint-Pierre, qui s'appelle toujours d'ailleurs, que je salue, qui était député européen, et qui m'a pris sous son aile et m'a montré la réalité de ce qu'étaient ses rêves d'émancipation et d'ouverture au monde. Voilà comment je suis arrivé à l'Europe, et ensuite les études de droit européen et la fin du parcours dont je vous parlais. Je vous remercie infiniment. Je vais vous remettre notre rapport pour poursuivre notre conversation ailleurs, autrement, mais toujours sur le
dans le monde des idées. Merci infiniment. Merci, et de l'action. Merci de votre accueil. Merci beaucoup.